Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Lorsqu'on parle d'André Béranger à Sanary, on rappelle presque toujours son statut de capornier. Âgé de 77 ans, ce marin du Grand Large est né à Sanary lorsque ce port était spécialisé dans la pêche à la sardine et permettait à une trentaine de familles de pêcheurs de vivre de leur travail. André Béranger fut donc pêcheur dès son plus jeune âge avant de découvrir la pratique de la voile sportive, sur la Méditerranée d'abord, puis sur tous les océans. Très agile sur le pont des voiliers, André Béranger s'est rapidement illustré en remportant des régates de plus en plus importantes, croisant à l'occasion des concurrents devenus par la suite des amis, parmi lesquels Éric Tabarly ou Philippe Poupon. Il participera 2 fois à la course autour du monde, traversera à de multiples reprises l'Atlantique et quantité d'autres mers et océans sur le globe. Dans cet entretien, André Béranger raconte son travail de pêcheur et ses aventures de coureur d'océan. Il parle également de son attachement à Sanary qui était, il n'y a pas si longtemps encore, connu nationalement et internationalement pour son école de voile et les champions qui en sortaient. Je m'appelle André Béranger, je suis né le 4 mai 1946, 1 rue Lucien Guérard à Sanary. Et j'ai évolué depuis très jeune au travers de la pêche d'abord, très jeune, et puis c'est la pêche qui m'a donné le goût de la mer. Et je suis devenu professionnel de la voile pendant une grande partie de ma vie, ce qui m'a permis d'accéder à des compétitions nationales et internationales. Alors, je suis devenu pêcheur par ma famille, mais du côté de mon père. Mon père était agriculteur, mais ses frères étaient pêcheurs. Et j'allais passer mes vacances à Sanary chez ma grand-mère, au port de Sanary, et j'ai découvert la pêche comme ça. Il m'a emmené très jeune. À l'époque, tout était assez libre. On emmenait qui on voulait à la pêche. Chaque patron pouvait emmener donc la famille, les amis et tout ça. Et c'est ce qui m'a donné le goût de la mer, donc de la pêche, et qui m'a fait évoluer après vers la voile. Mais la passion de la mer est venue par la pêche. La pêche, c'était énorme. Je vous parle donc, j'avais 10 ans, c'était en 56. Et en 56, il y avait une trentaine de familles qui vivaient de la pêche. 30 familles, plus le reste qu'il y avait autour, hein, c'est les professionnels, les professions induites, quoi, comme on dit. Hein. Ah oui, c'était important. Hein, c'était important. La vie tournait autour de la pêche. Et il y avait même à l'époque une petite anecdote pour vous dire, c'est qu'il y avait un garde champêtre qui, quand il y avait du poisson, des sardines, maquereaux, tout ça, d'une façon assez importante, le diffusait dans Sanary, hein, dans les rues de Sanary, avec son haut-parleur. Aujourd'hui, la pêche, c'est 4 pêcheurs professionnels. Sur les 4, il doit y en avoir 1 ou 2 qui vont être en retraite dans 5-6 ans. Voilà, ça résume à tout ça. Il y a très peu de relève. Il y a le plus jeune, je pense que le plus jeune doit avoir 28 ans, 29 ans, c'est tout, je crois. Après, un de 30 ans, et les 2 autres sont pas loin de la retraite, s'ils n'y sont pas déjà, je crois. Alors, principalement, c'était quand même un port de sardinier Sanary. Hein. La pêche à la sardine dans les années 56, même jusqu'en 70, 75, c'était une pêche très importante. Donc, vendue sur le plan local, et puis ensuite, par l'intermédiaire des mareyeurs sur le plan national. Sardines, maquereaux, après, bien sûr, là, beaucoup de bouillabaisse, rouget, beaucoup de poissons qui ont disparu, enfin, pas disparu, mais qui ont vraiment diminué en quantité sur la place maintenant. Alors, aujourd'hui, ils se sont plutôt orientés vers tout ce qui est poisson plat de cette saison. La pêche marche par saison. Hein. Alors, de cette saison, par exemple, nous sommes au mois de février, ils pêchent pas mal de sole, carolé, turbo, puis rouget aussi. Le rouget se pêche toute l'année, lui, par contre. Mais ce ne sont pas des grandes quantités. Je découvre un peu plus tard, c'est mon cousin Germain, lui, qui déjà faisait partie du club nautique de Sanary, qui avait 14-15 ans, et qui m'y a entraîné comme ça, parce que on grandissait ensemble. Alors mon cousin venait à la pêche avec nous, bien sûr, mais de temps en temps, il allait faire de la voile. Et moi, c'est pas que j'aimais pas y aller, mais j'étais plutôt axé sur la pêche. Et de ce fait, de fil en aiguille, je suis parti au club nautique, et puis de là, j'ai vraiment appris la voile. Nous avions un petit dériveur aussi. Mes oncles avaient un petit dériveur, qu'on appelait un charpie à l'époque, qui était mouillé dans le milieu du port de Sanary. Et puis, de temps en temps, on allait aux Ambiers, on traversait aux Ambiers, où il n'y avait rien aux Ambiers, pratiquement rien, à l'époque. Et voilà. Donc, j'ai découvert ça, la voile, comme ça. Puis après, de fil en aiguille, ça m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai laissé tomber la pêche, je suis allé à l'école, bien sûr, comme pas mal de gens. Et puis, quand même, au travers de l'école, j'ai continué à beaucoup naviguer sur le plan local, Marseille, Nice, Cannes, enfin, toute la Méditerranée.
Et puis, au fur et à mesure, j'ai gravi des échelons comme ça. Ça ne fonctionnait que l'été, pratiquement. Ça ne fonctionnait que l'été. Même le conseil d'administration était constitué que des gens de l'extérieur, des Parisiens, Lyonnais, tout ça. Et donc, ça s'est structuré en Sanary qu'à partir de 66, je pense, oui. Ouais, un peu avant, à peine avant, au niveau de l'optimiste. Voilà, on a été quelques optimistes. Mais le premier club qui a eu l'optimiste dans ces années-là et dans la baie de Sanary, c'est le Brusque. Voilà. Le Brusque a commencé l'optimisme, c'est le premier. Dans les années 65, 68, ouais, donc c'est ça. L'époque de voile se trouvait à côté du chantier naval des Baux. Voilà. Et elle avait, comment vous dire, le bâtiment était un bâtiment qui avait été construit pour les phares et balises, par les phares et balises pour la construction de l'île du Rouvreau, du phare du Rouvreau, bien sûr. Hein. Et donc, comme le phare était terminé, ce local, il restait comme ça, et la Société nautique l'avait loué au pont et chaussée pour en faire le club nautique, qui a servi aussi à côté à la douane, aux affaires maritimes et au port. Au fur et à mesure, doucement, tout ça s'est développé. Parce que le port, il n'y a pas de capitainerie pratiquement à Sanary. La capitainerie, c'est justement développé dans ces années-là aussi, tout a suivi, quoi. Il y a un truc qui est curieux, et rigolo, c'est que dans le même bâtiment, il y avait d'un côté la Société nautique, et dans le même bâtiment, mais un petit local un peu à côté, mais beaucoup plus petit que la Société nautique, il y avait 3 administrations. Il y avait les affaires maritimes, la douane et le port. Et ça faisait 20 mètres carrés. Hein. À partir de 20 ans, je pense. Après, j'ai fait mon service militaire à bord du bâtiment Clémenceau, Marine nationale, bien sûr. Là, pendant mon service, j'ai fait de la voile à la Marine nationale, où j'étais moniteur dans un centre de loisirs militaire à Crozon, à côté, en face, dans la baie de Brest. Et puis, quand je suis retourné, j'avais 2 choix. J'avais surtout la pêche, et puis j'avais passé aussi un CAP de menuisier. Je ne suis jamais allé dans une menuiserie du tout, mais j'avais surtout le choix de la pêche. Mais à l'époque, la voile n'était pas encore professionnalisée, c'était compliqué. Et un jour, j'ai rencontré un gars qui avait acheté un bateau, qui venait de Nice, qui avait acheté un bateau à voile, et qui avait mis son bateau dans la porte de Sanary, et qui chaque année s'en servait pour aller en Corse. Et puis, je sais pas, il y a un problème de famille, une année, il ne peut pas aller en Corse. Et puis, il me rencontre comme ça, il me dit, est-ce que j'avais 20 ans, quoi. Et je te paye pour aller en Corse, hein. Emmener des amis, moi j'ai un problème de famille, je ne veux pas y aller. Parti comme ça. Donc ça m'a mis le pied à l'étrier sur le large, tout en conservant de la compétition voile sur Marseille et Toulon et tout ça. Voilà. Et après de ça, écoutez, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, j'ai fait... ce monsieur a développé une société qui a marqué ça à l'époque de Sanary d'une façon assez importante. Parce que Sanary, à l'époque, était un port, un vrai port. Il y avait les chantiers Naval des Baux, et il y avait cette société de location où nous avions 20 bateaux. Au travers de ce premier voyage que j'ai fait en Corse, lorsque je suis rentré, il m'a dit, écoute, j'ai loué le bateau, si tu veux repartir. Je suis reparti tout l'été. Et quand je suis rentré, il m'a dit, on a acheté des bateaux, on va fonder une société de location. C'était dans les années 67. Donc on a fait une société de location qui a duré, je suis resté avec eux pendant 10 ans. On a eu jusqu'à 20 bateaux. Et on embarquait des gens pour 10, 15 jours, 20 jours, avec des skippers, sans skipper. Ça fait une partie de l'économie de Sanary à un moment. Hein. Ça faisait travailler le chantier de Naval des Baux pour transformer les bateaux, pour les équiper, pour les entretenir. Ça fonctionnait 10 ans, hein, une bonne dizaine d'années. Et donc, ce monsieur m'avait mis, comme on l'appelait à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, maintenant c'est un mot qui vient souvent, c'est un capitaine d'armement, si vous voulez. Voilà, je naviguais, je continuais à naviguer, puis je m'occupais aussi du personnel, j'ai embauché beaucoup de gens, comme ça que j'ai fait embaucher des gens qui naviguaient ailleurs et qui m'ont mis le pied à l'étrier pour la compétition ailleurs. C'était l'époque de Tabarly, dans les années 60, 67, 68, où ça a été où la voile a commencé à se démocratiser, quoi. Et donc, comment vous dire, j'ai pu un jour être invité à aller régater à l'extérieur, c'est-à-dire au Manche. La première régate que j'ai faite, c'était en 69,
où j'étais 70, 69, 70, où là j'ai vraiment gravi un échelon important. Je suis allé faire une course qui s'appelle l'Amiral's Cup. Et j'avais donc, comme je naviguais à Toulon avec un bateau qui s'appelait Coriolan, qui appartenait à un monsieur de la famille de Rothschild, qui s'appelait Coriolan, monsieur de Galéa, Christian de Galéa. On naviguait beaucoup sur la Méditerranée. Et puis un jour, il me dit, tu sais, j'ai vendu le bateau et j'en fais construire un nouveau. Est-ce que tu veux, ça c'était avant que je rentre à la société de location, hein. Où j'y étais déjà? Non, je sais pas, enfin, les dates se chevauchent un peu peut-être. Et donc, je suis mandaté par ce monsieur, propriétaire du bateau à Toulon, pour la construction du bateau à Cherbourg, à Vix-en-Vendée exactement. On a emmené le bateau à Cherbourg après pour les entraînements. On était 3 bateaux français à être représentés pour cette course qui se faisait en Angleterre, à Cowes. Ça, c'est des courses qui se faisaient autour de l'île de Wight, enfin, dans toute la Manche et autres. Et donc, voilà, j'ai fait ça pendant toute l'année, donc la construction du bateau complète, les entraînements, et puis la coupe elle-même, la compétition elle-même, jusqu'au mois d'août. Et puis quand je suis rentré au mois d'août, là où je suis rentré avec la société de location. Et ça m'a permis de rencontrer Eric Tabarly, avec qui je n'ai pas jamais navigué, mais avec qui je connaissais bien, et Philippe Poupon, Bernard Deguy, Bernard Rubinstein, enfin, je vous passe de Lamazou, avec tous des gens de mon époque, quoi. Et puis un jour, donc, j'étais à Sanary, en 1976, dans la société de location. J'avais gardé le contact, bien sûr, je vous passe sur les courses que j'ai fait aussi au milieu, hein, sur les Antilles et tout ça. Et on n'avait pas bien sûr le téléphone à l'époque. On avait un point d'ancrage, les marins de cette société de location qui s'appelait le Pot d'Étain à l'époque. Je ne sais pas si vous avez connu. C'est avec Charlie, et Charlie nous recevait à bras ouverts, et c'était notre QG, quoi. Et Charlie vient me voir à bord du bateau, me dit, il faut que tu appelles tel numéro ce soir quand tu as fini le boulot. Donc j'appelle le numéro, c'était mon copain Bernard Deguy avec qui on avait pas mal navigué. Il me dit, écoute, je suis à Cape Town, j'ai besoin de toi. Cape Town, c'est pour l'Afrique du Sud, pour continuer la course autour du monde. Il avait un bateau qui faisait la course du monde, qui partait donc de Plymouth, Cape Town, Auckland, Rio de Janeiro, l'arrivée. Tout ça en 4 mois. Alors bon, je lui dis, écoute, oui, moi d'accord, mais là je suis embauché à l'année. Et le soir, j'en parle à mon patron, Chancel, qui me dit, écoute, c'était au mois d'octobre. Il me dit, la saison est finie, là, tout est en place, tout est orienté. N'hésite pas, un truc comme ça, il ne faut jamais hésiter. Et alors, ce qui était rigolo, c'est que j'y suis allé, bien sûr. J'ai fait cette course autour du monde. Et où j'ai connu beaucoup de gens, bien sûr, où, je vous passe les détails, hein, c'était vraiment la course du monde à l'époque avec le sextant, hein, il n'y avait rien, hein, 76, c'était la 2e édition de cette course. Et là, il m'a dit en rentrant, écoute, tu as été payé comme si tu étais là. Parce que là, c'est ce qu'on faisait, on était couverts sur le plan assurance, mais on n'était pas payé du tout. Donc pendant 6 mois, je n'avais pas de salaire, en rentrant, je croyais... Ce monsieur m'a dit, pas de souci de santé. Donc ça a été un des gros pieds à l'étrier, c'est sûr. La preuve, c'est qu'après, j'en ai fait une 2e, avec un bateau. Là, ce bateau-là s'appelait Neptune, 77-78. Et la 2e édition, en 81-82, le bateau s'appelait Charles-Edzik, des Champagnes Charles-Edzik. Voilà. Là, avec un garçon qui s'appelait Alain Gabé. Voilà. Et avant, j'ai fait aussi un truc qui est un des meilleurs souvenirs, de mes meilleurs souvenirs, c'est avec Alain Gabé, avant cette grande course autour du monde, on a fait une course qui s'appelait la Two Star, qui était en double, à 2 équipiers, Alain Gabé et moi, qui partait de Plymouth sur Newport, en Amérique. Alors, à bord du bateau, nous étions 10. Il y a des personnes, chacun avait un peu de spécialité. Il y a un navigateur, d'abord il y avait le skipper, un gars qui donnait le ton sur tout. Et puis c'était moins structuré dans les postes que ce que c'est maintenant. J'ai pu évoluer et je vois comment fonctionne mon fils qui est un professionnel maintenant, où chacun à bord a sa place bien précise. Nous, au niveau de la météo et des choix de route à prendre, chacun disait un peu la sienne. Il y avait des gens qui étaient expérimentés, d'autres moins. Il y a des gens qui n'avaient jamais pas fait de traverser l'Atlantique du tout.
qui n'était pas mon cas. Moi, j'avais déjà fait pas mal de courses et de traversées. Et on appréhendait. C'était simple, bon, je vous dis, donc on savait qu'on n'avait pas d'assistance météo. Pour la météo, rapidement, on avait ce qu'on appelait des pilot charts. Pilot charts, c'est des cartes qui étaient établies depuis une cinquantaine d'années sur les navigateurs qui avaient fait ça et qui établissaient des cartes sur les vents, sur les observations qu'ils avaient eues les 10 dernières années ou 20 années. Donc on se basait là-dessus, sur les statistiques des vents. C'était rudimentaire. Hein. Dans les premières étapes, ça, c'était descendre de l'Atlantique, ça allait, quoi. C'est des alizés, ça allait pas trop. C'était assez facile, les questions de météo. Il s'agissait de traverser, aller sur le Brésil, rattraper le front d'Alizé pour aller sur Cape Town. Mais où c'était l'aventure avec un grand tas, c'était les 40e, les 50e hurlants, c'est-à-dire Cape Town, Auckland, Rio de Janeiro, en passant par l'Orne. C'est sûr que là, les pilotes charts nous disaient que nous étions dans des vents dominants d'ouest, donc toujours des vents poussés, mais on s'est fait pendant une semaine à bord de Neptune, on a eu du vent dans le nez pendant une semaine, pendant 7 jours, où plus personne quittait ni les bottes ni les cirés, et où c'était tendu quand même. Il n'y avait pas de limite, je ne sais pas si vous suivez un petit peu les courses à l'heure d'aujourd'hui, on limite les concurrents avec l'histoire des glaces, la fonte des glaces. On les empêche de descendre, justement. Nous, on n'avait pas de limite. Plus on descendait sud, moins la route était longue, ce qu'on appelle l'ortho. Donc on descendait de la glace. On rencontrait, moi j'ai le souvenir de rencontrer des icebergs grands comme l'île de Porquerolles. Hein. On suivait des icebergs toute la journée. On croyait que c'était une côte, c'était l'iceberg. On savait que ce n'était pas la côte parce qu'au Sextant, on était bien situé. Il y a même une petite histoire d'un bateau concurrent. On était entre 15 et 20 bateaux à faire ce style de course à l'époque. Il y a un concurrent d'un bateau suédois, je ne me souviens plus le nom, qui lui tellement descendait sud, c'était vraiment des costauds, avec un bateau presque comme un container béton. Ils sont tellement descendus sud qu'ils sont descendus dans une grande baie de glace, comme vous imaginez, la baie, je ne sais pas, mais 2 fois, 3 fois plus grande que la baie de Marseille. Ils sont tapés dans la glace, dans un mur de glace, obligés de rebrousser chemin pour sortir de cette grande banquise qui était rentrée dans la banquise. Oui, l'histoire. Sinon, oui, des coups durs, oui, des départs, ce qu'on appelait à l'époque, pas trop rentrer dans une terme technique, mais des départs à la bâtée, où quand le bateau se redressait, il ne restait plus du tout de chandelier. Tout le chandelier avait été rasé par le tangon, une bombe cassée, les tangons brisés. Enfin, sur le plan, on n'a jamais eu d'accident corporel. C'était des bricoles, quoi. Un doigt cassé, un truc comme ça. Il y a des moments où on sent que c'est tendu, quoi, et que le seul truc qui rapproche, c'est que c'est les concurrents qui sont autour, quoi. On était toujours dans les premiers bateaux. Alors on se dit toujours s'il se passe quelque chose, on n'avait pas de gros moyens de communication. La VHF, des petites portées, la BLU, mais enfin, s'il était arrivé un gros coup, je pense que les bateaux se seraient détournés pour... ça est arrivé, hein, pour assister des bateaux avec des gros problèmes. J'ai 77 ans maintenant. Et ça ne m'a jamais quitté. Alors, après, j'ai bifurqué un peu. Là, ma vie familiale a fait qu'il a fallu que j'arrête. Quand je suis rentré de la deuxième course autour du monde, j'avais un petit brevet marine marchande. Je suis rentré dans une société d'avitaillement de navires sur le port de Marseille. Donc, j'ai fait marine marchande. Toujours pas rester sur des bateaux, pas à voile, mais bon. Mais comme j'avais beaucoup de temps de libre dans ce métier, parce qu'on faisait 5 jours à bord du bateau, 5 jours à terre, ça me permettait d'avoir beaucoup de congés. Un mois de congé tous les 3 mois. Et j'ai gardé donc le pied à l'étrier pour la voile, bien sûr. Et là, j'ai continué à faire pas mal de compétitions. Sur le plan local, international et tout ça, tout le temps. J'ai pratiquement pas arrêté. Si, j'ai fait pas mal de convoyages quand des convoyages. Je choisis des trucs intéressants, voilà, des trucs qui me plaisent. Où le bateau est bien, où le programme est bien. Mais on a la chance à Sanary d'avoir une baie qui est une très très belle baie, qui est formatrice dans le sens où on a du vent d'est, la mer est plate, on a de l'ouest, il y a de la houle, enfin c'est une très très belle baie. Et là, bien sûr qu'on a au milieu de tout ça les jeunes qui ont grandi, jusqu'à mon fils, notre fils est né en 83, Guillaume. Donc, mais avant, il y a eu 10 ans avant, les enfants de mon cousin Germain, qui eux ont fait beaucoup de bateaux, donc du solitaire, Nicolas Béranger. Et puis il y a eu avant Gilles,
j'en passe. Il y en a qui m'ont échappé. Guillaume, lui, a commencé à faire la voile avec nous, à Sanary, bien sûr. Et puis après, il a fait un petit peu, il a continué. Voilà, au niveau de l'optimiste, hein, il a fait depuis de l'âge de 7 ans jusqu'à 13, 14, jusqu'à 12 ans, la fin de l'optimiste. Après, il a fait de l'Europe, il a fait beaucoup de quillard. Et puis, au travers de toutes ces activités de compétition, un jour, il a été invité en Nouvelle-Zélande pour faire partie du team de compétition, du team des Suisses, à Lingui. Et là, comme il était trop jeune pour naviguer à bord des bateaux, il était dans ce qu'on appelle le staff météo. C'est-à-dire que tous les jours d'entraînement ainsi que la compétition, l'année de la Coupe à Auckland, il était sur un bateau tout seul, qui avait des appareils de repères de vent, direction de vent, force du vent, la houle, tout ça. Il était disposé sur un plan d'eau, sur une partie du plan d'eau, comme d'autres ou quatre, et toutes les informations, il les renvoyait sur un bateau mer qui lui dispatchait au bateau de la régate. Et donc, il a participé à la Coupe de l'Amérique, il a gagné la Coupe de l'Amérique avec les Suisses. En rentrant, donc, il avait 18 ans, Guillaume avait 18 ans à cette époque-là, et il en a fait son métier. Et il a 40 ans maintenant, il est professionnel, bon niveau. Alors là, il régate sur les plus grands bateaux du monde. Là, et là il vient de régater à Saint-Martin aux Antilles. Là, il est rentré il y a 3-4 jours sur un bateau de 56 mètres, sur un voilier de 56 mètres. Là. C'est un bon professionnel. C'est un vrai, quand je veux dire, bien. Alors tout est maintenant devenu structuré, hein, c'est calé. Contrairement, nous, à l'époque, c'était l'aventure. Hein. Nous, on ne pensait même pas qu'un jour on puisse gagner notre vie avec ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.